Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous et à toutes, on espère que vous avez passé un bel été avec Histoire en série. C'est la rentrée du podcast et pour cette rentrée, on vous réserve quelques nouveautés avec notamment tout de suite un épisode spécial de notre envoyée Elodie Pinel au festival Sérimania qui vient de s'achever en ce début septembre 2021. Festival qui promeut chaque année tout l'univers des séries qui va permettre de découvrir de nouvelles séries. Alors on va écouter Elodie qui nous présente à la fois le palmarès et puis les découvertes de la part des critiques des nouvelles séries qui feront vos projections de cette fin d'année 2021 et début d'année 2022 et puis peut-être les prochaines émissions du podcast. Merci Elodie pour ce reportage et puis on se retrouve bientôt aussi pour une émission spéciale femmes et séries animée par Elodie Conti autour de l'Antiquité. Voilà, bonne écoute du podcast et puis merci pour votre fidélité, à bientôt. Bonjour à tous, je prends la parole aujourd'hui pour vous faire un retour sur le festival Sérimania, sur son palmarès et sur les belles découvertes en plus de son palmarès qui ont pu être réalisées à cette occasion, puisque toutes les bonnes séries n'ont pas forcément été récompensées et les critiques sur place ont parfois repéré certaines séries que vous serez sans doute amenés à regarder et à apprécier dans les mois à venir. Alors, pour ce qui est du Grand Prix international, il a été décerné à Blackport, une série islandaise qui se passe dans le milieu de la pêche et qui a pour intrigue principale le problème des quotas de pêche. Il y a là matière à réfléchir aux politiques internationales, au milieu de la pêche, qui est un milieu très particulier, presque en huis clos, et qui peut évoquer ce qui était déjà traité par Pierre Loti au 19e dans Pêcheurs d'Islande, à savoir ce grand champ, ce grand réservoir plutôt de poissons que sont les mers d'Islande. Et donc, en ce sens, c'est une série particulièrement réaliste et réussie qui a été récompensée ici. Toujours pour l'international, la meilleure actrice, c'est Marie Ruther dans Kamikaze, une série issue du Danemark sur le deuil et sur la starification sur les réseaux sociaux. C'est une série assez particulière puisqu'on y voit un seul personnage, à savoir le personnage de Marie Ruther qui est confronté à un deuil, qui a 18 ans dans la série et donc qui réalise vraiment une prouesse d'actrice à être au centre de l'attention en permanence, de la même manière qu'elle est au centre de l'attention sur les réseaux sociaux dans la série. Le meilleur acteur à l'international sont en fait des meilleurs acteurs. Ce sont les acteurs de The Echo of Your Voice, une série israélienne qui traite de la famille, de la transmission de génération en génération. Et c'est une comédie musicale. En fait, il s'agit d'une série sur la musique, sur des musiciens. Et comment est-ce que le talent d'un fils peut éclipser celui d'un père et comment est-ce que dans ce cadre-là, la transmission se fait aussi sur un fond de rivalité. Enfin, la meilleure série internationale pour la compétition internationale a été, celle qui a été choisie, c'est The Last Socialist Artifact. C'est une série croate, avec une coproduction balkanique, on va dire, produite par HTR, sous l'égide d'HTR. Et il s'agit en fait d'explorer les ruines du socialisme titiste, notamment, après l'explosion de la Yougoslavie. Et donc, il s'agit ici de s'installer pour une équipe d'idéalistes ou de personnes qui, en tout cas, ont des ambitions pour le futur des Balkans. Ils viennent s'installer dans une ville et ils ont un projet pour une usine désaffectée. Ils ont un projet de réhabilitation de cette usine afin de faire revivre la ville. Et donc là, il y a matière aussi à réfléchir sur l'histoire des Balkans, sur leur situation aujourd'hui, la guerre est finie depuis plus de 10 ans.
Que reste-t-il à la fois du passé communiste et de cette explosion d'un pays autour de différents clivages? Pour ce qui est de la compétition française, on a récompensé, je dis on, je ne faisais pas partie du jury, mais au titre de la meilleure série française et de la meilleure musique de série, Jeune et Gueulerie, une série OCS qui est sortie hier en VOD, qui est une série autour du stand-up en France, qui est à la fois une série générationnelle et qui dépasse les générations, puisque le pitch en est qu'une jeune stand-upeuse de 25 ans environ va rencontrer un homme de 20 ans de plus qu'elle, en tomber amoureuse et se retrouver confrontée à différents problèmes. Alors, le problème de la différence d'âge, oui, mais finalement, il est évacué assez vite. C'est plutôt le problème de la position dans laquelle elle se retrouve de belle-mère, position qu'elle n'avait pas du tout anticipée, puisque la question sous-jacente, c'est aussi celle du fait d'accepter l'âge adulte dans une société urbaine qui est celle du Paris d'aujourd'hui. Pour les vingtenaires et les trentenaires, et comment est-ce que un milieu aussi précaire finalement que le stand-up engrange des postures aussi sentimentales, sociales, et comment est-ce que en tant que jeune, il faut à un moment accepter de grandir ou pas. D'ailleurs, la question n'est pas vraiment fermée. Au contraire, les réponses sont nombreuses et diverses à cette question dans cette série. C'est une série pleine de vie, pleine d'humour, pleine de légèreté, qui met les pieds dans le plat et qui est un vrai rafraîchissement. Donc, je suis tout à fait contente qu'elle ait été récompensée et doublement récompensée. La meilleure actrice française, Marianne Labed, pour son rôle dans L'Opéra, une série OCS, qui traite de ce milieu aussi un peu confiné, un peu secret, réservé aux initiés de l'opéra, l'Opéra de Paris. Avec une étoile qui fait un peu n'importe quoi, et une nouvelle recrue noire, puisqu'on est au moment de la volonté d'une diversité, une représentation de la diversité de la société au sein de ces grandes institutions que sont notamment l'opéra, et qui, elle, bien sûr, va être confrontée à d'autres problèmes que ceux que rencontre l'étoile déjà installée. Le meilleur acteur est Daniel Njolobé pour Le Code, une série de France Télévisions sur la justice française et les rouages de la justice française, en ayant, lui, un rôle de cheval blanc, de chevalier blanc, puisqu'il défend les cas désespérés. Et puis, il y a des prix qui sont aussi décernés par le public. Alors, prix du public, prix des étudiants, prix des lycéens. Les lycéens ont récompensé Fisk, une comédie autour d'une avocate, une comédie australienne. Là aussi, une avocate un peu borderline, puisque c'est propre d'une comédie de faire rire. Le prix du public a été décerné à Germinal, une production France Télévisions, qui s'engage, France Télévisions, dans une entreprise d'adaptation des grands chefs-d'œuvre littéraires, du patrimoine littéraire français en série. Et donc, Germinal a notamment été tourné dans le Nord, et pour rappel, le festival Sérimania se passe à Lille. Et puis, le prix des étudiants, We Are Lady Pot, qui est une série anglaise, britannique, qui traite du punk féminin, du riot punk féminin. Et en cherchant une des musiciennes, le groupe de punk en question va se trouver confronté à un problème de foi, puisque ce sont des musulmanes, et de la manière dont la foi va devoir se concilier avec une activité comme celle de la musique punk. Et j'ai oublié quelque chose, le prix spécial du jury de la compétition internationale a été décerné à Vida de Colores, une série colombienne qui traite de la question LGBT. Donc là aussi, il y a matière à réfléchir sur la représentation et la représentativité de la communauté LGBTQ+, dans la société sud-américaine. Je finis en vous indiquant les autres découvertes de ce festival. A été salué par la critique, même s'il n'a pas été récompensé, The Vigil, une série sur un sous-marin
qui se passe dans un sous-marin, avec dès le premier épisode beaucoup d'éléments d'intrigue, avec des sabotages, de l'espionnage, différentes juridictions qui cherchent à élucider un meurtre, qui promet une écriture dense, précise et un petit peu étouffante, évidemment, mais très réussie. Également, sur le plan des succès à l'étranger qui vont arriver chez nous, Porny, une série norvégienne sur la vie d'une femme mère de 2 enfants, assistante sociale, qui mène de front son travail, sa vie de femme, sa vie de mère, avec une espèce d'incarnation de sang-froid, de bienveillance, qui en fait une espèce de modèle, et en même temps, à force d'éponger la misère du monde, on se demande à quel moment elle va craquer. Donc, il y a une tension aussi, mais derrière, quelque chose de très fluide, de très bien écrit, de très serein en apparence, mais qui mêle toujours le drame avec le comique pour pouvoir avoir ses soupapes de sécurité. C'est porté par une actrice très connue en Norvège qui s'appelle Henriette Stenstrup, et ça a été un succès norvégien avec d'autres saisons qui sont commandées, la 2 et la 3. Une série italienne, Anna, qui est une dystopie dans un cadre post-apocalyptique. Il s'agit d'adolescents qui doivent survivre suite à une épidémie ou au cours d'une épidémie. Alors, ça a été écrit et tourné avant le Covid, et c'est inspiré d'une œuvre de Niccolo Amanti, produit par Sky Italia, et Niccolo Amanti étant celui qui avait déjà scénarisé Il Miracolo, la série qui se passait dans un contexte religieux avec une vierge, une statue, hein, qui pleurait du sang, et toute une enquête sur est-ce que c'était vraiment un miracle ou est-ce que c'était une supercherie. Donc une introduction de la place de la foi dans la société italienne. Donc avec Anna, dont on reparlera dans le cycle d'émissions en VO italien, enfin VO italienne, il est question ici d'interroger aussi la société italienne à travers cette dystopie, ce qui n'est pas si courant dans les séries italiennes. Enfin, je signale encore 2 séries qui traitent de la question des femmes. On the Verge, qui est une série portée par Julie Delpy, qui est écrite qui l'a créée, qui est sa créatrice et scénariste et personnage principal, produite par Netflix et Canal+, qui porte sur une génération de cadres femmes qui mènent là aussi de front, un peu comme dans Porny, leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leurs doutes personnels, qui essaye de mettre de l'ordre dans le désordre ou l'inverse. Et puis Nona et ses filles, une série produite par Arte, écrite et portée par Valérie Donzelli, qui cette fois-ci s'interroge sur la transmission entre des générations de femmes dans leur identité et leur place féminine. Enfin, un dernier mot sur le succès de la conférence concernant l'histoire anglaise, qui a été proposée et présentée par Ioannis Deroide, qui a publié un ouvrage chez First Edition sur le sujet. La salle était comble. La conférence était passionnante. Elle portait sur Peaky Blinders et Downton Abbey, notamment. Et elle a, par exemple, exploré la manière dont la guerre 14-18 était traitée dans ces 2 séries à travers des extraits courts, puis ensuite analysés et commentés, ce qui permettait à la fois de mieux comprendre le sous-texte de ces séries, pour ceux qui les connaissaient. En général, on les connaissait tous, je crois, dans la salle, et en même temps d'avoir des indications sur la manière dont les Britanniques se représentent leur propre histoire et l'histoire européenne et mondiale du premier conflit donc mondial, celui de la guerre 14-18. Donc voilà pour ce beau festival. Sérimania qui est ouvert au public, auquel vous pouvez participer, assister, qui est très collaboratif, très participatif, comme vous avez pu le constater, qui est aussi en ligne. Donc les éditions prochaines, vous pouvez tout à fait suivre des éléments en ligne, et j'espère vous avoir donné envie de découvrir certaines de ces séries qui débarquent très bientôt chez nous.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.